sur les plateaux de Génération Afrique. Génération Afrique est un mouvement panafricain qui a pour but de changer les mentalités afro-caribéennes. Barack Obama a dit « L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais plutôt des institutions fortes ». Aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet, ce débat. Nous avons invité 3 spécialistes. Nous allons commencer par M. Mbani. Bonjour M. Mbani. Bonjour Madame Elia. Donc M. Mbani, vous êtes le fondateur du mouvement G109, qui était un mouvement panafricain, mais aussi vous êtes le président du parti politique CUR, qui est du parti politique du Congo-Brazzaville. Vous allez nous expliquer justement ce qui s'est passé après le dialogue avec le président Denis Sassou Nguesso, qu'est-ce que pensent les partis politiques, nous le verrons tout à l'heure. Mais nous avons aussi sur notre plateau M. Désiré Lokoyo. Donc M. Désiré Lokoyo, vous êtes un professeur de droit et de français. Vous allez nous apporter votre analyse, vous êtes étudiant en maîtrise. Vous allez nous apporter votre vision sur la RDC, qu'est-ce qui se passe en ce moment, la Constitution. Est-ce que la RDC a besoin d'un homme fort ou plutôt d'une institution forte? Et enfin, nous avons M. Maurice Nguépé, qui est un grand panafricain. Vous êtes donc leader de l'Organisation de la jeunesse africaine, secrétaire général de la jeunesse africaine. On peut dire que vous êtes un amoureux des langues. Vous parlez 4 langues, donc vous êtes un germaniste. C'est bien cela? Exact. D'accord. Donc revenons sur vous, donc Monsieur Mbani. Dites-nous, Monsieur Mbani, donc au sorti du dialogue, que pensez-vous en tant que parti centriste? Les Congolais ont-ils été pris en compte lors de la fin du discours, du dialogue qu'il y a eu avec le président Denis Sassou Nguesso, sachant que un des partis essentiels, le parti Frocart, a été absent? D'abord, la première des choses qu'il faille faire, il faut nuancer le contexte. Permettez-moi de saluer d'abord mes collègues qui sont ici, puis les chers caméramans et les auditeurs. Donc, pour répondre à cette question, je dirais, en fait, il faut d'abord nuancer. Parlons-nous de dialogue ou parlons-nous de monologue? Je pense que ce fameux, entre guillemets, dialogue s'adressait beaucoup plus au PCT et non aux Congolais. Alors, c'est un canular du président de la République. Par conséquent, j'appuie totalement le comportement et les actions du FROCAD qui a décidé de ne pas se joindre à cette mascarade. Oui, on est d'accord avec ce que vous dites, M. Mbani, mais c'est juste que tout à fait, vous voyez bien les partis politiques, s'ils décident de vouloir un changement pour le pays et qu'ils sont absents lors du dialogue, comment vont-ils faire un changement s'ils sont absents? On répond les imbéciles par le silence. D'accord. Donc vous répondez au président par le silence? Au PCT. Et vous pensez que ça va changer une situation, le fait d'être absent? Mais certainement, parce que le simple fait d'être absent prouve à satisfaction que ce fameux débat n'avait pas lieu d'être. Combien de dialogues avons-nous eu au Congo depuis, même après les accords d'Évo? Combien de dialogues? En fait, le Congo est un pays en perpétuel dialogue. D'accord, mais là maintenant les conséquences, les résultats du dialogue, vous êtes d'accord avec? Parce que là c'est le président actuel. C'est le président actuel. Le président actuel est faux. Le président actuel est faux, il est perfide. Ce qu'il a initié, c'est tout simplement un canular, un coup d'État constitutionnel. Il prend le peuple encore une fois en sandwich. Le peuple qui a peur des représailles, le peuple qui meurt de faim, un peuple qui ne sait plus s'exprimer. Et c'est à ce peuple-là qu'on va imposer un dialogue. Est-ce qu'on peut dire que Sassou Nguesso est un homme fort? Ça fait un moment qu'il est au pouvoir. Le président de la République, j'ai beaucoup de respect pour lui parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de diriger un peuple aussi longtemps, très sincèrement. Mais à un moment donné aussi, il faut savoir écouter ce peuple-là qu'on a menti pendant longtemps. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec votre confrère, donc Sostène Samba du mouvement Carton Rouge, qui dit qu'il faut amener le président de la République porter plainte à la CPI, sachant qu'en ce moment, les présidents de la République, il y a M. Mugabe qui disait qu'il ne faut plus qu'on ramène les présidents africains à la CPI. Vous êtes d'accord ou pas? Comment vous pensez sortir de cette situation? Très sincèrement, nous avons envisagé beaucoup de possibilités. Et la première qui s'offre à moi,
c'est de permettre au président de la République de sortir honorablement. Okay. Je suis tout à fait contre, je ne suis pas contre la CPI, mais je suis tout à fait contre le fait de vouloir l'y emmener. Cependant, si obligation est de le faire, ici c'est le seul chemin, ben c'est ce qu'on adoptera. D'accord. Et on va parler un peu de la RDC avec M. Lokoyo. Donc vous, M. Lokoyo, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les grands invités du dialogue en RDC? Merci beaucoup, Madame Elia. En passant, je salue aussi tous les auditeurs et aussi nos frères et sœurs de la République démocratique du Congo. Et je salue aussi mes frères qui sont ici avec moi, les invités donc. Et avant bien de répondre à cette question, je voudrais préciser que mon nom c'est Loyoko et non Lokoyo. Et aussi, j'ai pas fait le droit. J'ai fait les sciences sociales, 3 ans d'université. J'ai fait l'histoire, 5 ans. J'ai fait les sciences de l'éducation, donc je suis enseignant depuis plus de 15 ans. Et que maintenant, je prépare ma maîtrise à l'université de Sherbrooke. Les invités du dialogue. La société civile est invitée. D'accord. Les partis politiques, mais là il faut voir les partis politiques de droite, donc ils sont tous invités. Il y a les partis politiques de gauche, c'est là où il y a un problème. Il y a le grand mouvement du patriarche Etienne Tshisekedi qui a déjà accepté. Mais je vais vite pour déceler seulement le nom de partis politiques qui ont refusé et qui résistent jusque-là. Il y a l'IAIC du président Vital Kamerhe, il y a le MLP du président, j'ignore encore son nom, parti lumumbiste unifié, j'ai encore le nom du président, j'ai encore son nom, et il y a encore un parti qui résiste de répondre. Ce sont là au moins. En fait, la question qu'on veut savoir, c'est est-ce que les partis qui sont représentés dans ce dialogue, ce sont des partis qui ont un soutien du peuple? Parce qu'on a vu que quand le président Kabila a voulu changer la constitution, il touchait beaucoup sur la façon dont on devait élire le président, en passant par le Parlement justement, donc ça enlève le droit au peuple. Est-ce que vous pensez que dans les grands invités du dialogue, le peuple a une chance de s'exprimer à travers ces gens-là? Par exemple, le parti de Tshisekedi, justement, lui, il est pour le dialogue. Est-ce que... avec le président Mobutu, au début c'était bien, les premières années, une dizaine d'années, et après c'est la longue dictature qui est venue. Et avec le fait Mouzé, Laurent Désiré Kabila, le peuple a tenté de se retrouver, mais fort malheureusement on l'a arraché la vie en 2001. Et maintenant, c'est Joseph Kabila qui est au pouvoir. Et qui brime aussi le peuple. Oui, il est là, il est au pouvoir. Au début, c'était la transition, 5 ans de transition. Il a pris encore 5 ans pour le premier mandat. Et maintenant, c'est le 3e mandat avec les 5 ans, ça fait déjà 15 ans. Je ne sais pas si... Alors c'est un jeune président. Monsieur Lokoyo, juste pour rester sur le débat, est-ce que vous pensez qu'au vu de l'histoire, parce que vous êtes un prof d'histoire, et puis vous parliez justement de l'histoire avec Mobutu, Kabila Père, on se rend compte que quand les institutions ne sont pas respectées en RDC, on se rend compte que les présidents viennent par des coups d'État, ils font ce qu'ils veulent, c'est un peu comme une sorte de monarchie. Donc est-ce que vous pensez que les institutions sont indispensables ou importantes pour la RDC, parce que c'est pas la peine de mettre des institutions qui ne vont pas être respectées et après c'est le peuple qui paye? Laisse-moi te dire, madame, que les institutions sont très importantes. Il y a, en latin, on dit, c'est comme dirait Werba Walland, scripta manent. Les paroles sont bonnes, les écrits restent. Donc les hommes passent, mais les institutions restent. Donc vous êtes d'accord avec M. Obama, pourquoi il faut des institutions fortes? Oui, on a besoin des institutions fortes. Et vous pensez qu'on peut le faire respecter en RDC, des institutions fortes?
on peut le faire respecter, on peut, je dis bien on peut, mais c'est la volonté politique qui n'est pas parmi les dirigeants. Il n'y a pas de la volonté politique, madame. Dites-moi, juste une dernière question pour vous. Merci. Votre constitution, la constitution de la RDC, ne donne pas de limite d'âge pour un président de la République. On voit le parti de Tshisekedi qui approche, il a déjà 80 ans plus, et il pourrait se représenter pour devenir président de la République. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait qu'il n'y ait pas de limite d'âge et que Tshisekedi puisse pouvoir devenir président de la République, ça peut imposer une instabilité gouvernementale et politique pour le peuple? Parce qu'on a vu que quand Mobutu commençait à être faible et qu'il était fatigué, bon, ben c'est là où tout le monde est rentré en RDC, où le RDC est envahi. On avale. Je pense que ta question est située dans ce sens-là. On n'a pas déterminé l'âge pour dire que, comme Tshisekedi a plus de 75 ans, et qu'il n'a pas le droit de se présenter aux élections. Je pense que là, la Constitution ne se prononce pas. La Constitution ne se prononce pas. Monsieur Nguepe, peut-être vous avez quelque chose à dire, vous, avec votre vision panafricaine, ou même Monsieur Mbani, parce que vous êtes aussi fondateur du mouvement G109. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à la question relative aux institutions fortes? Oui. Évidemment. Qu'est-ce qui est important en Afrique, les institutions fortes ou plutôt les hommes forts? En Afrique, effectivement, on a besoin des institutions fortes. Et je pense que si Barack Obama l'a dit, c'est parce que c'est grâce à ces institutions fortes qu'il a pu être président des États-Unis. Alors, au départ, il n'était pas un homme fort. On connaît sa vie du ghetto. Et alors, les institutions fortes, c'est quoi? C'est des lois juste et équitable, la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, la possibilité pour chaque citoyen de gagner un procès quand il est dans son droit de le gagner, qu'il soit fils de paysan ou fils de riche. Alors ça, ce sont des institutions fortes. Il faut absolument qu'en Afrique, on y arrive, parce que le fait d'avoir toujours des hommes forts au pouvoir fait en sorte que les fils des pauvres, n'est-ce pas, ressentent le poids d'une certaine dictature et puis n'ont pas toujours la possibilité. Et ils ont l'impression que pour réussir, il faut passer par la politique, justement, parce que... Mais on voit au Rwanda que les Rwandais soutiennent leur président Kagame, parce que justement, depuis que Kagame est venu au pouvoir, on se rend compte que Kagame a apporté une stabilité politique, il y a l'économie qui est devenue forte, le Rwanda est devenu un pays exemplaire. Donc est-ce qu'on peut dire maintenant que... Est-ce qu'on peut dire que oui, le Rwanda, ou on peut dire que les hommes forts, c'est devenu indispensable du fait que Kagame, le peuple le soutient. Joseph Kabila, le peuple ne le soutient pas. Mais en même temps, l'Est du Congo est attaqué. Bon, je ne crois pas qu'il faille voir la chose sous cet angle. Récemment également, plusieurs personnes ont dit que des chefs d'État comme Kadhafi auraient continué leur vie au pouvoir parce qu'ils ont bien construit leur pays, Kagame construit bien son pays, il doit rester au pouvoir, etc. Je ne pense pas qu'il faille voir la chose dans ce sens. Parce que généralement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand ces hommes dits forts continuent leur vie au pouvoir, après eux, c'est le déluge, toujours. C'est vrai. C'est ça le problème. Alors, même s'ils sont les meilleurs constructeurs du monde, à force de leur demander de rester au pouvoir, la conséquence, c'est qu'après leur départ, on aura vraiment une catastrophe, un déluge. On n'aura plus des hommes aussi forts qu'eux. Donc, il s'agit là d'une sorte de culte de la personnalité. Il faut absolument des institutions fortes, telles que, si jamais un citoyen arrive au pouvoir et ne travaille pas bien, que ces institutions fortes le mettent de côté et par les élections justes et équitables, on trouve quelqu'un d'autre qui va assurer la continuité du développement. Mais j'ai une théorie un petit peu plus, une théorie différente de cette appellation d'hommes forts. Pour moi, ces soi-disant hommes forts, se distinguent selon les résultats de leur travail. Je veux bien qu'on parle d'hommes forts. Il y a des hommes forts comme Kadhafi qui ont réussi le pari en tenant leur pays, en développant leur pays. On n'avait jamais vu des réfugiés libyens
il n'y en avait pas. Pourtant, on parle de Kadhafi d'un dictateur, mais quand les étudiants rentraient de l'Occident, ils rentraient chez eux, ils avaient un travail. C'est pas comme chez nous, au Congo-Brazzaville ou à Kinshasa, ou encore moins au Cameroun. Ces hommes forts qui sont chez nous, en l'occurrence en RDC, au Congo-Brazzaville, au Rwanda, j'exclus le Rwanda parce que je pense qu'il travaille ce monsieur-là. Mais disons que dans les 3 pays, là, en RDC, au Congo et au Cameroun, nous 3 qui sommes ici, là, nos présidents de la République sont des fouteurs de troubles. Passez-moi l'expression, ce sont des peureux. Ce ne sont pas des hommes dits forts en conséquence. Parce qu'un homme fort, la définition d'un homme fort, c'est quoi? C'est que son enfant doit bien manger, son pays doit être bien tenu, l'éducation doit être fondamentalement bien équilibrée, ce qui n'est pas le cas dans nos 3 pays. Oui, mais est-ce que être un homme fort, c'est aller piller le pays du voisin? Parce que la richesse que maintenant le Rwanda a, est-ce que c'est pas une richesse qui est un peu controversée? Je dirais que le fait du Rwanda, très sincèrement, jusqu'à ce que l'on tienne pour coupable le président Kagame, moi je ne parle pas du geste qu'il a fait. Je parle du fait qu'il élève, en fait qu'il construise son pays. Je n'encourage pas, très sincèrement, je n'encourage pas le fait qu'il aille piller ça et là, mais en quelque sorte, nos propres chefs d'État lui ont donné cette possibilité d'aller le faire. D'accord? Mais je n'encourage pas cela. Je le décris vraiment et très sérieusement. Cependant, il utilise les moyens qui sont mis à sa disposition pour mettre son pays, pour construire son pays. Si je pouvais le punir sérieusement, je le punirais, ça c'est clair. Cependant, il y a des résultats, on voit des résultats. Et on ne sait pas ce que les conséquences de ces résultats pourraient éventuellement faire en RDC dans les prochaines années, le pays qu'il a pillé. Je ne sais pas. Mais d'abord, c'est la faute, si vous me le permettez, la faute, c'est d'abord nous-mêmes. Nous-mêmes, les sédentaires, nous-mêmes, les autochtones. Ok, est-ce qu'on peut parler un peu du peuple? Parce que quand on parle d'institutions, on parle d'hommes forts, on ne peut pas s'empêcher de parler du peuple. Donc on voit au Burundi, on voit que les Burundais ont essayé de se lever, donc on voit que le président Pierre Nkurunziza a bien maté la révolution. On voit qu'au Burkina Faso, ça s'est très bien passé. On voit qu'en RDC, ça s'est mal passé. Est-ce que dans nos institutions et dans ces hommes forts que l'on voit en Afrique, est-ce que le peuple a une place? C'est quelqu'un... Je vais commencer. Ouais, allez-y. Le peuple, on a souvent dit qu'il est souverain, mais il est aussi opprimé. Et dans le cas de notre pays, le peuple a été, disons, sauvagement attaqué. Le peuple est affamé et on dit le ventre affamé n'a point d'oreille. C'est ce qui fait que le peuple aujourd'hui a un souci beaucoup plus important, c'est-à-dire manger demain, plutôt que de s'attaquer aux institutions. En fait, il ne voit plus la situation de façon rationnelle. Vous savez ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm? C'est exactement ce que subit le peuple, nos peuples africains. À force d'être en compagnie de son ravisseur, on a l'impression qu'il devient notre protecteur. Mais non, ce sont nos ravisseurs. Et dans le cas de M. Sassou Nguesso, il a pris le peuple en otage. D'accord? Et ce peuple est opprimé. Vous vous rendez compte, un chef d'État qui sort un langage aussi humiliant, aussi, désespéré, que parler du goût du sang dans la bouche? Vous vous rendez compte? Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Alors, pour moi, le peuple est toujours souverain et on doit l'écouter malgré tout ce qui se passe dans son cas. Monsieur Nguépé, allez-y. Oui, je pense que le peuple est souverain, mais il n'a pas le droit total à la parole, puisque les forces armées africaines actuelles ne sont plus des forces nationales patriotiques. Elles sont généralement des forces au service de la puissance d'un homme.
Et c'est bien qu'on en parle parce qu'on parle ici d'hommes forts, etc. Donc les forces armées devraient assurer la puissance des institutions au lieu d'en assurer celle des hommes, c'est-à-dire des chefs d'État. Alors le peuple aujourd'hui n'a pas la force de parler dans la mesure où ces armées-là seront toujours déployées pour les mater. Donc et là, on lance un appel aux armées africaines afin qu'elles prennent leurs responsabilités et comprennent que le fait de soutenir une personne contre tout un peuple est contre-productif pour le développement de l'Afrique. Très bien. Merci beaucoup madame pour m'avoir accordé la parole. Je voudrais cette fois-ci parler spécialement du Congo, de la population congolaise. Cette population vit toujours dans l'oppression. Je remonte dans les temps. Pendant Léopold II, c'est-à-dire depuis 1908, en fait, je peux remonter un peu plus loin, depuis 1797, avec Léopold II, il y a eu l'extraction d'ivoire, il y a eu l'extraction de caoutchouc rouge, si vous avez entendu parler de ça. On coupait les mers, donc on amputait les mers de ceux qui ne remplissaient pas les conditions. Le peuple était opprimé. Et pendant la colonisation belge, là, la colonisation ne peut se définir que par l'oppression. Par l'oppression. Et quand Mobutu est venu avec la dictature, comme je l'ai souligné tantôt, au départ, c'était quand même bien, puisque vers les années 1970, un Zaïre valait à peu près $1. Là, au moins, on peut dire bravo. Et bien, après cela, avec la longue dictature de Mobutu, c'est encore l'oppression. Le peuple est en train de souffrir. Et maintenant, avec Joseph Kabila, vous avez dit tantôt que la population ne soutient pas Kabila totalement. Je dirais non, puisqu'il y a une frange de la population qui soutient Kabila et son entourage. Et je pourrais même évoquer le cas de tribalisme qui règne et que le pays est quelque peu partagé. Voyez-vous, ce sont là les conséquences qui arrivent. Mais est-ce que le peuple se retrouve? Je dirais non. Je dirais non, puisque quand on voit au niveau de l'éducation, les élèves ne vont pas à l'école. Les élèves ne vont pas à l'école. Les professeurs, les enseignants ne sont pas. Quelques semaines, quelques jours passés, le professeur d'université était devant le cabinet du Premier ministre pour aller réclamer leur salaire de 5-6 mois impayés. Et ils étaient frappés, les professeurs d'université, s'il vous plaît, ils étaient frappés. Donc, il faut voir aussi la santé. Il y a pas assez d'hôpitaux. Est-ce qu'on peut dire que... de faim. Excusez-moi de couper, mais est-ce qu'on peut dire que les hommes forts, c'est un avantage en fait pour les pays dominants, ceux qui cherchent leur intérêt dans notre pays, hein, parce qu'on a vu que Mobutu est resté très longtemps, il était en harmonie avec les États-Unis, il a travaillé avec l'Occident. On voit que Kabila père, qui a donné justement, vous parlez de la santé, des salaires, il a payé les salaires, on voit qu'il n'est pas resté longtemps au pouvoir. On voit que notre président Sassou, au moment des problèmes de la Constitution, il va voir François Hollande. Est-ce que justement ces hommes forts ne sont pas plutôt forts pour les institutions occidentales et américaines au détriment de notre propre peuple? Je partage avec toi cet avis, Madame Elia. Ils sont forts puisqu'ils ont des armes. Ils ont l'armée avec eux, voyez-vous. Et quand la population voudrait un peu revendiquer de leurs droits, il y a d'autres autorités qui ont dit, vous allez vous rencontrer avec des chars. C'est quelle expression, madame? Et ils sont forts aussi dans le sens que, je dirais aussi faibles, forts et faibles. C'est-à-dire dans le sens que, d'une manière générale, l'Afrique ou même le tiers-monde n'est pas
dirigé par les nationalistes ou les autochtones. C'est dirigé par une mer obscure, la communauté internationale, je vais citer. Oui, c'est ça. C'est ça. Monsieur Nguépé, vous avez quelque chose à dire? Oui, par rapport à cette question, je dirais qu'on peut classer les hommes forts en Afrique en 3 catégories. Oui. D'abord, les démocrates. Prenez bien le micro, s'il vous plaît. Les démocrates sont déjà par eux-mêmes des hommes forts, dans la mesure où ils ont cette capacité d'accepter le verdict des urnes. Après un mandat, ils disent « nous avons perdu les élections et nous passons la main à l'autre ». Ça, c'est la meilleure, à mon avis, la meilleure façon d'être fort. C'est la capacité de dépasser ses pulsions personnelles, de dépasser, n'est-ce pas, le goût de l'argent, hein, le goût du pouvoir. Alors là, à ce moment-là, on est fort. On peut citer par exemple Goodluck Jonathan au Nigeria. On peut citer bien d'autres présidents. Ça, ce sont des hommes forts. La deuxième catégorie d'hommes forts, ce sont des chefs d'État qui sont en mode dictature et qui travaillent de façon patriotique vraiment pour leur peuple. À ce niveau, on peut citer des gens comme Kadhafi et comme Kagame. Et la dernière catégorie des hommes forts, qui pour moi sont en réalité des hommes faibles, ce sont des gens qui utilisent l'armée nationale pour se protéger et mater leur propre peuple et se dire être homme fort. Alors cette catégorie-là, cette troisième catégorie-là est dans la catégorie des chefs d'État qui freinent le développement de l'Afrique. Okay. Vous parliez de Kadhafi, hein, mais vous savez que Kadhafi, quand il est parti, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints aussi de son autorité, donc sa dictature. Donc, on se rend compte que d'un côté, quand un homme a la main mise sur le peuple, d'un côté, il s'occupe aussi un peu bien de son peuple. Donc, est-ce que finalement, en Afrique, on n'est pas encore au stade de la dictature, tout simplement? Bien entendu, oui, hein. Bien entendu. Tout à l'heure, dans mon propos, j'ai parlé de Kadhafi comme étant un homme fort, mais sans trop le soutenir. Mais je vais dire pourquoi je ne le soutiens pas. Les hommes forts, tous les hommes forts qui sont dans la première et deuxième catégorie, donc dans la catégorie de la dictature, oui. Vraiment ces hommes forts-là doivent cesser de l'être et basculer dans le camp de la démocratie. Pourquoi? Parce que ce qui arrive avec les hommes forts, que ce soit la force sous le modèle Kadhafi et Kagame, ou bien la force sous le modèle de Biya, Sassou Nguesso et Kabila, ce qui arrive, c'est que après eux, c'est le déluge. Alors que la force qui est sur le plan démocratique fait en sorte que chaque fois, il y a un renouvellement de la classe dirigeante. Et les institutions étant là pour garantir, n'est-ce pas, la pérennité, n'est-ce pas, de la justice, du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif, ça fait en sorte que le peuple travaille en sachant, bon, si tel président ne travaille pas bien, les institutions vont le mettre de côté. Alors ça, c'est le meilleur modèle auquel on doit aspirer. Mais toujours est-il que la classification que j'ai faite tout à l'heure tient. La question que vous avez posée est simplement d'ordre moral. Et pour ce qui est de la morale, là, c'est une autre question. Prendre la parole. Monsieur Bani, je vous écoute. Allez-y, prenez le micro. Merci. J'aimerais tout à fait renchérir le cas de Monsieur Nguépé, sa réponse, pour dire tout à fait et avec brio que les exemples cités ici reflètent même les conséquences de nos pays. Il y a deux causes qui peuvent soit enrichir un pays ou l'appauvrir, les causes endogènes et les causes exogènes. En parlant des causes endogènes, nous prenons le cas des hommes forts, des hommes dits forts. En tout cas, dans notre cas, le Congo-Brazzaville et même en RDC, je dirais même plus au Cameroun, ce ne sont pas des hommes forts. Ces hommes-là sont dits faibles, ce sont des faiblards. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui oppriment leur peuple pour leur propre profit. Regardez le cas de M. Sassou Nguesso. Plus de 33 ans au pouvoir. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Les étudiants, alors que le Congo est un pays de bois, vraiment beaucoup de bois, mais les étudiants s'asseyent à même le sol pour étudier. Alors, devons-nous parler d'hommes forts dans ce contexte-là? Je ne pense pas. Je pense que le président de la République est un homme faible. Et s'il vous plaît, excusez-moi, vous êtes trop rapide avec le micro. Excusez-moi. C'est parce que vous suscitez des réactions. Je comprends. Mais écoutez bien, le cas
toujours dans le cadre, dans les causes endogènes, regardons un peu le bilan de notre président de la République. Il a fait plus de 33 ans au pouvoir. Et là, il veut briguer un autre septennat ou peut-être un autre quinquennat pour dépasser la quarantaine d'années au pouvoir. Mais si on traduit la symétrie du temps mis au pouvoir, plus de 33 ans, et les réalisations faites pendant ces 33 ans, sincèrement, je regarderai droit à la caméra pour dire, Monsieur le Président de la République, votre bilan est faux, totalement faux. Votre bilan est pathétique. Pour 33 ans de pouvoir, aujourd'hui, vous voulez briguer un autre mandat, la symétrie et la corrélation du temps mis au pouvoir et les réalisations faites, je suis déçu. D'accord. Voilà. Si on parlait un peu du Gabon avec le président qui est défunt Omar Bongo, on voit que c'est un homme fort aussi, on voit qu'il a payé quand même des bourses. Les Gabonais avaient quand même une bonne situation, nous rappelons quand nous étions étudiants, même en France. Et là, donc, en tant qu'homme fort, il a légué le pouvoir à son fils Ali Bongo. C'est sûr que s'il y avait des Gabonais qui écriraient qu'ils ne sont pas d'accord, ça ne se passe pas bien. Mais on peut dire quand même que le Gabon s'en sort quand même pas mal par rapport à la RDC, même par rapport au Congo-Brazzaville. Il n'y a pas des opérations du beach, on voit que c'est quand même calme. Même au Cameroun, avec Paul Biya, c'est sûr que les Camerounais diraient que non, on n'est pas d'accord avec lui. Comme beaucoup de Français aussi diraient qu'ils ne sont pas contents de François Hollande. Mais on se rend compte que quand même au Cameroun, vous avez à manger. On se rend compte qu'il n'y a pas de famine. On se rend compte quand même que l'économie est plutôt stable. Donc est-ce que finalement, un homme fort qui n'est pas trop égoïste, hein, si on dit ça comme ça, peut-être pas qu'il garde toute la richesse pour lui. Vous voulez dire un voleur qui n'est pas trop voleur? Oui, bon, parce qu'on voit quand même que derrière, il faut qu'il rende des comptes encore au pays riche. Là. Donc si c'est un homme fort, mais qui s'occupe un peu de son pays, est-ce que là, vous serez d'accord? Merci madame pour cette question-là. Nous arrivons vers la fin. Oui, merci. Moi, je pense que le grand problème que souffre l'Afrique en général, même l'Afrique centrale, comme vous venez d'évoquer le cas de Gabon, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Rwanda, Togo et Cameroun, le grand problème, c'est le problème d'homme, comme je l'ai souligné tantôt, et le problème de la démocratisation du pays. Là, on vit dans une démocratie piégée où le peuple n'a pas le pouvoir, le peuple n'a pas le droit, le peuple ne s'exprime pas. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce que c'est le moment pour le peuple de s'exprimer? Peut-être qu'on veut vivre une politique qui n'est pas faite pour nous. Peut-être que cette politique, c'est pour l'Europe et l'Amérique. Peut-être que l'Afrique n'en est pas là encore. Ouais, madame... Monsieur le peuple a les temps. Le peuple, c'est son temps. Le peuple a toujours les temps. Il a toujours un mot à dire. Mais le problème, c'est que la façon dont les autorités de l'Afrique centrale, en général, sont en train de gérer la chose publique n'est pas conforme à la démocratie occidentale. Et cette démocratie occidentale qui nous est imposée, c'est ce qui fait mal chez nous. Et chez nous, on est habitué avec la dictature. Il faut voir la pérennité du pouvoir de président de la République en Afrique centrale en général. Excusez-moi de vous couper, je sais que vous deux, vous voulez parler aussi, mais quand on parle de démocratie, par exemple, on parle de la France, l'école est obligatoire. Les gens, quand ils vont voter, ils savent pourquoi ils votent. Pourquoi on va parler de démocratie dans des pays comme la RDC, où il y a un taux d'analphabétisme qui est assez élevé, où les gens ne sont pas forcément étudiés, ils ne sont pas éduqués, ils ne savent pas ce qui se passe. Donc pourquoi parler d'institutions aujourd'hui avec une démocratie, alors que l'Afrique n'est pas encore à ce niveau? Les Africains n'ont pas encore d'éducation. Vous permettez... Permettez que je... Oui. On va tourner le micro. En effet, moi je pense que c'est une très belle question, Madame Bien, mais la faute, encore une fois, nous incombe. En fait, la faute incombe au président de la République. C'est-à-dire que pendant qu'ils sont là au pouvoir, pendant tout ce temps, ils n'ont pas mis les institutions en place pour faire en sorte que ce peuple-là soit éduqué. Au contraire, ça les arrange que le peuple soit plutôt à l'église plutôt qu'à l'école. Comprenez-vous? Parce que il est plus difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu que pour un pauvre.
n'est-ce pas? Ils se servent de ça, et ce sont de grands théologiens, ces présidents-là. En fait, ce sont des gens qui oppriment le peuple de façon... C'est exprès. Et mieux que ça, c'est ils prennent tellement des casseroles qu'ils ont peur des vraies institutions comme la CPI. Mon frère Guépé a dit tantôt, il y a des hommes forts en fait qui sont faibles. C'est le cas de nos deux présidents, M. Sassou et M. Kabila. Ils ont peur des représailles de la CPI pour des tueries qu'ils ont commises. Et une fois qu'ils n'ont plus le pouvoir, ils savent qu'ils vont être rattrapés par ces institutions qui sont dites fortes. Et pour moi, justement, et pour M. Guépé, ce sont des hommes faibles. Parce qu'ils ont peur de la vraie démocratie. Ils ont peur des urnes. Leur meilleure façon de s'exprimer, c'est par la tricherie. Vous pensez que nous avons peur de M. Sassou Nguesso? Mais non, nous avons peur certes des armes. Mais si nous mettons les urnes, les vraies urnes, une vraie institution, des élections démocratiques libres, M. Sassou ne fera pas le poids. D'accord. Monsieur Guépé, micro. Voilà, donc je dirais simplement que l'Afrique est prête pour la démocratie. Je ne pense pas que l'on puisse aujourd'hui dire que parce que les Africains ont un taux d'analphabétisation élevé, ils n'ont pas le droit à la démocratie. Non, ils ont le droit à la démocratie parce que même dans les démocraties occidentales actuelles, prenons le cas des États-Unis par exemple, ils ont commencé la démocratie depuis longtemps. Le Canada également, vous comprenez? Donc à ce moment-là, le taux d'analphabétisation était aussi élevé. Donc il revient à nos dirigeants, s'ils ont une vision vraiment patriotique, une vision pour l'Afrique, de dire, bon, c'est le moment pour nous de mettre sur pied des institutions démocratiques fortes et à ce moment, le faire et permettre aux gens d'aller voter. Je ne pense pas que les Africains aujourd'hui voteraient simplement parce que tel candidat est de sa tribu ou bien parce que tel candidat lui a donné à manger. Non, je pense que si les choses sont bien claires, ils vont voter pour les idées. Je pense que c'est possible. Mais en même temps, s'ils ont faim... Et les campagnes électorales, écoutez, les campagnes électorales sont là pour ça. Les campagnes électorales sont là pour expliquer à la population, n'est-ce pas, les idéaux de chaque parti, n'est-ce pas, et puis le fait que, si jamais cela était possible, donc le fait que les élections, que les mandats présidentiels soient limités, fera en sorte que, en moins de 15 ans, on peut avoir 3 présidents différents et à partir de là, le peuple comprendra que c'est possible. Que c'est possible de changer lorsque un chef d'État ne travaille pas bien. Donc en 15 ans, on peut réaliser cette révolution-là sans toutefois Monsieur mettre en exergue. Brièvement dessus, nous allons prendre la fin. Ok. Brièvement, s'il vous plaît. La démocratie, plus précisément, est entrée en Afrique vers la décennie des années 1990. La perestroïka. Oui, la perestroïka. Et alors, je souhaiterais que nous puissions évoquer les cas de pouvoir, de liberté de pouvoir, la liberté d'expression, la liberté politique, de partis politiques, au lieu de voir la démocratie dans le sens de taux d'analphabétisation ou de taux dans le sens alimentaire ou sanitaire, puisque la démocratie étant définie comme le pouvoir du peuple par le peuple. Donc, le grand problème, c'est quand le peuple est opprimé, comme je l'ai dit tantôt. Il n'a pas l'expression, il n'a pas la parole, il n'a pas le verbe pour dire que j'ai faim, pour dire que je ne vais pas à l'école, pour dire que je ne suis pas payé, pour dire que je ne suis pas nourri ou bien soigné, comme on les voit bien dans d'autres pays. Voyez-vous. Donc, moi je pense que la démocratie au Congo ou en Afrique, c'est encore une question. C'est encore une question. Je vois que M. Guépé a encore quelque chose à dire, mais on arrive vers la fin. Oui, juste, vous allez compléter en même temps ma question qui est suivante pour vous tous. Le Togo, la Constitution ne donne pas de limite au mandat présidentiel. Il peut renouveler son mandat. Selon vous, c'est bien ou ce n'est pas bien? Parce que là, ce qui se passe au Congo-Brazzaville, c'est qu'on ne veut pas que ça se renouvelle son mandat. Mais s'il pouvait renouveler son mandat, est-ce que c'est juste un problème d'institution parce qu'il ne respecte pas la Constitution? Ou si jamais, comme au Rwanda, on se rend compte qu'il avait fait un bon travail, est-ce que c'est bon qu'on renouvelle indéfiniment un mandat pour un président de la République en Afrique?
Allez-y, vous avez quelque chose à dire? Oui, moi je pense que... notre dernière question. Je pense que pour assurer la transition démocratique en Afrique aujourd'hui, il faut des mandats présidentiels limités. C'est-à-dire, on doit dire par exemple 5 ans renouvelables une seule fois. Il faut partir de ce principe pour que, après une vingtaine d'années ou 3 décennies, on voit l'historicité de ces changements démocratiques. Donc vous dites non? Je dis non, il ne faut pas de mandats illimités. Maintenant, pour revenir légèrement en arrière sur ma question sur l'analphabétisation, je voudrais dire que déjà vers les années 60, la plupart des pays africains ont réalisé une révolution pour accéder à l'indépendance. À ce moment-là, le taux d'analphabétisation était très élevé. Mais ils ont compris, sans que l'on ne leur donne du pain à manger, sans qu'on ne leur corrompe, qu'il faut se battre pour la liberté. Alors, 50 ans plus tard, nous avons été plus alphabétisés encore. Et donc, aujourd'hui, on ne peut plus dire que les Africains sont sous-alphabétisés et que, pour cela, nous n'avons pas le droit à la démocratie. Je pense que nous avons droit à cette démocratie. Monsieur Lokoyo, sur le Togo, s'il vous plaît. Je vais renchérir vite sur ce que vient de dire M. Nguépé. Si le taux d'alphabétisation est très élevé, peut-être au Cameroun, pas au Congo, puisque moi j'ai des chiffres précis. En 1960, en 1960, la République démocratique du Congo n'avait que 2 universitaires. Je dis bien 2 universitaires. Donc, le taux d'analphabétisation, vous allez voir qu'il est faible chez nous. Chez nous, il a été faible. Mais cela n'est pas dit qu'ils n'ont pas droit à la parole. Ils n'ont pas droit à la démocratie. Non, ils ont droit à la démocratie. C'est un droit inaliénable. Donc la démocratie, c'est marcher dans la rue et puis se faire tirer dessus? Parce que c'est ce qui s'est passé. La démocratie, moi je parle du peuple. Le peuple a le droit. Le peuple a le droit. Vous avez posé la question du peuple. Vous n'avez pas posé la question des autorités. Ce sont les autorités qui utilisent mal la démocratie. Ils prennent la démocratie pour embellir 2 fois leur discours. Mais au fond, il faut aller voir combien des opposants politiques qui sont dans la prison République démocratique du Congo. Mais dans ce cas, est-ce que vous... C'est un élément. Et juste madame, pour conclure, donc du coup, avec tout ce que vous venez de dire, vous pensez que les constitutions africaines devraient être comme la constitution togolaise, c'est-à-dire un mandat illimité renouvelable? Personnellement, il mourrait au pouvoir. Personnellement, quand on parle de république, il faut que le mandat soit déterminé. On n'est pas dans une monarchie. Comme vous avez évoqué les cas tantôt, bien que je n'avais pas réagi au Gabon avec Omar Bongo et son fils, et comme les cas échéants chez nous, avec Joseph Kabila et son père. Comme chez nous aussi au Congo-Brazzaville, maintenant c'est le fils. On n'est pas dans la monarchie. Donc, on devrait... Mais si j'examine un peu le pouvoir de Joseph Kabila, le président de la République, il est là depuis 2001. Et nous sommes maintenant en 2015. Donc, faites le calcul. Prenez le cas de Rwanda. Paul Kagame est là depuis 2000. Avril 2000. Prenez le cas de Togo avec Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé est là depuis 2000. Prenez aussi le cas de Nkurunziza, Burundi. Il est là depuis août 2000. C'est justement le débat donc, sur les présidents africains qui s'éternisent donc, au pouvoir. Donc là, nous arrivons vers la fin. Est-ce que vous pouvez donner une conclusion pour qu'on puisse terminer? Je sais que le débat pourrait durer. Est-ce que M. Mbani pourrait donc donner votre conclusion? D'abord, je n'ai pas répondu sur le Togo, oui, allez-y. Autour de table. Oui, alors, merci en fait de m'accorder cet instant. Moi, très sincèrement, je n'ai rien contre le nombre de mandats. Il peut être illimité, tout comme il peut être limité. Cela dit, le plus important, ce n'est pas qui est au pouvoir, mais ce sont les institutions, encore une fois.
Vous vous souvenez, le président Sassou Nguesso a dit, alors que le président Lissouba était encore au pouvoir, qu'il n'acceptera jamais, qu'il ne le permettrait pas que le gouvernement en place organise les élections. Pourquoi pensez-vous qu'il l'ait dit? Mais parce qu'il savait que le président Lissouba ferait tout pour être réélu, enfin, entre guillemets. Par conséquent, il ne pouvait donc permettre cela. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il réclame lui-même? Il réclame la tenue des élections qu'il organiserait. Nous savons tous qu'un gouvernement qui organise les élections gagne ces élections-là, surtout chez nous, en Afrique. Alors, le problème du mandat n'est pas au niveau du président de la République, mais plutôt il devrait être au niveau des institutions. Alors, si le mandat est illimité, le résultat se ferait, limité ou illimité, le résultat se ferait par le travail. Si le travail est bien fait, c'est le cas du Canada, où le mandat au niveau des ministres n'est pas limité dans le temps. Mais ce sont les résultats. Nous avons vu le gouvernement péquiste qui n'ayant pas réussi à bien travailler, il a été sanctionné par le peuple. Nous avons un gouvernement libéral majoritaire. Dans notre cas aussi au Congo-Brazzaville, si la fameuse CONEL, ici ce qu'on appelle le DGE, si nous pouvions avoir les institutions fortes, c'est-à-dire une CONEL indépendante, alors impartiale du pouvoir, indépendante du pouvoir, à ce moment-là, le président de la République se verrait obligatoirement obligé de travailler pour se faire réélire. Par conséquent, si jamais il ne travaille pas, il sera sanctionné par la même occasion. Maintenant, le cas de limitation de mandat, à mon avis, prenons le cas des Américains. Oui, prenons le cas des Américains. Le président Obama est en fin de mandat. À la limite, je ne dirais pas qu'il fait ce qu'il peut, mais il ne travaille plus. Pourquoi? Parce qu'il dit que je sois en fin de mandat ou pas, ben, c'est mon fin de mandat, c'est ma fin de mandat. Que je travaille ou que je ne travaille pas, je suis limité par le temps, je dois rendre mon fauteuil à quelqu'un d'autre, comprenez-vous? Alors que si nous étions en limitation de mandat, c'est ce qu'on appelle à ce moment-là la bonification du temps. C'est-à-dire, plus longtemps on met au pouvoir, et ben, plus ça devient une habitude, et l'habitude étant une seconde nature, on ne travaille plus conséquemment. Alors si je dois trancher, je préférerais une limite de mandat. D'accord? Mais seulement, je n'ai vraiment pas de choix particulier en limitation ou en non-limitation de mandat. Ça dépend en fait du pays. Exact. Tout dépend de cela. D'accord. Vous avez fini? Oui, certainement. D'accord. C'était votre dernier mot, Monsieur Mbani? Pas encore la conclusion. Bon, c'était pas encore la conclusion. Parce que vous avez parlé donc des élections indépendantes, parce qu'il y a le CENI aussi, le Comité électoral national indépendant, qui s'arrange à faire des élections présidentielles de façon claire, bien propre et tout. On voit qu'en Côte d'Ivoire, ça n'a pas vraiment marché, malgré tout l'argent qu'ils ont investi là-dedans. Ils doivent enlever le I. Oui. Il faut qu'ils enlèvent le I parce que c'est pas indépendant. Il faut qu'ils mettent P à la place. Donc c'est là où on se rend compte que finalement en Afrique, on fait quand même des efforts, mais il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Monsieur Mbani, s'il vous plaît, 2 mots pour votre conclusion et 2 mots aussi pour vous, pour votre conclusion, pour que nous puissions terminer ce débat. Très sincèrement, merci pour cette occasion qui nous est donnée sur ce plateau. En conclusion, Par la caméra. En conclusion, je pense que le peuple congolais, tous les peuples d'Afrique méritent mieux que ce qui leur est servi actuellement. Et ce peuple a déjà souffert, notamment dans le cas du Congo-Brazzaville. Nous demandons à l'actuel chef de l'État de pacifier ce peuple et à tous les autres présidents de la République qui viendront de prendre le peuple pour un idéal fédérateur, parce que c'est ce peuple qui conduit aux élections, c'est ce peuple qui vote. Et en termes clairs, je souhaiterais que nos chefs d'État soient plus matures et qu'ils ne pensent plus seulement à leur poche.
Je pense qu'en 2 mandats, vous avez eu largement le temps de pouvoir vous enrichir, et prenez ce temps-là en fait pour mettre les institutions en place afin que la succession se fasse. Parce que la succession, c'est une notion indéniable, elle est indispensable. Nous ne pouvons continuer dans ce chaos qui est aujourd'hui la République que représente la République du Congo. Alors, merci beaucoup mes chers auditeurs, j'ai été ravi de partager ces instants avec vous, et encore une fois merci à Madame Elia d'ailleurs, qui bientôt mettra en ligne Elia 60. Je souhaiterais vraiment être le parrain de cette émission. Merci mes amis, et au plaisir. Ok, merci Monsieur Mbani. Donc à vous Monsieur Flotolo. Votre conclusion en 2 mots s'il vous plaît. En guise de conclusion de ce débat, sincèrement, l'Afrique en général, le Congo en particulier, a besoin d'un homme fort, ou des hommes forts, bien sûr. Non, pas des hommes forts dans le sens de la dictature, dans le sens de l'usage des armes, mais les institutions, oui, mais les institutions, comme je le dis tantôt, doivent être fortes. Non seulement fortes dans la légifération, mais aussi et surtout fortes dans le respect. Puisque je reviens au regard de notre Constitution, dans l'article 220, là on détermine le nombre de mandats d'un chef de l'État. Généralement, donc c'est 10 ans. Et alors, le chef de l'État a pris 15 ans au pouvoir. Donc si j'ajoute les 5 années de transition, 2001 jusqu'à 2006. Moi, je pense qu'il serait souhaitable qu'il puisse laisser le pouvoir à une autre personne qui pourrait le succéder de façon simple et démocratique. Pas par l'expression de coup de feu, pas par l'expression de bain de sang, mais plutôt de manière simple de se retirer, et il sera alors vu comme un homme fort dans le sens de céder sa place et de donner la main à la personne qui va la succéder. Merci. Monsieur Madame. À vous, Monsieur Guéry. Merci. En guise de conclusion, j'aimerais simplement lancer un appel à tous les chefs d'État africains qui ont déjà fait plus de 2 mandats, n'est-ce pas, de faire un effort personnel pour céder la place en organisant, en mettant sur pied des institutions fortes, c'est-à-dire des institutions qui respectent la séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Donc, après avoir mis sur pied ces institutions, qu'ils organisent des élections et laissent le pouvoir et deviennent des présidents, des anciens présidents qui sont comme une référence pour tout le peuple. Et en même temps, je lance un appel aux différentes armées africaines afin qu'elles deviennent vraiment des armées patriotiques. Parce que pour le moment, ce sont des armées au service des dictateurs. Alors qu'ils changent leur façon de faire et soutiennent véritablement le peuple qui attend vraiment d'inscrire l'Afrique dans une nouvelle dynamique du développement. Merci. Merci. Donc, merci. Donc, c'était Génération Afrique dans le cadre de rubrique politique africaine. Nous espérons avoir répondu honorablement à ce débat. Merci, au revoir.